Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Un grand merci à vous tous et pour votre fidélité et puis évidemment une très belle année à vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles et puis à toute l'équipe évidemment de Bismart que vous ne voyez pas mais qui font vivre cette chaîne. Belle année à tous, année 2025 évidemment. On commence notre émission avec Bien dans son job pour parler du sexisme avec une étude passionnante, une France du travail toujours sexiste. On va en parler dans quelques instants avec Céline Hay. Elle est la directrice adjointe du programme Grandes Écoles chez Kedge Business School et elle a un livre avec elle. Le cercle RH, le leadership responsable, qu'est-ce que c'est exactement? On en parlera avec Aurélie Cordier et Alexandre Lamy, deux spécialistes de ce sujet pour y voir un petit peu plus clair. Et puis le livre de Smart Job, questions philosophiques, enjeux pour les organisations avec Xavier Pavie, écrit par Xavier Pavie. On fera le point avec lui. Il est philosophe et professeur à l'ESSEC. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job pour parler du sexisme, quoi de mieux peut-être que d'éduquer dès le plus jeune âge, en tout cas dès les écoles, sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Avec moi sur ce plateau, Céline Hay, et je rectifie tout de suite, vous êtes la directrice du programme Grandes Écoles chez Kedge Business School, avec ce livre qui est le fruit d'ailleurs d'un travail pédagogique, c'est intéressant, 2050, une France du travail toujours sexiste, point d'interrogation, qui est à la fois un travail pédagogique et un travail de chercheur. Pourquoi avoir choisi dès 2024, puisque ça va peut-être se prolonger, avoir choisi d'éveiller les étudiants à ces sujets d'égalité femmes-hommes? Bien, bonjour Arnaud Ardouin, ravi. Et bien en effet, si on donne un petit peu de contexte à ce travail de recherche qui a été mené à la fois par 6 chercheurs et près de 500 étudiants du programme Grande École de Kedge, Kedge donne la mission de former des managers, des entrepreneurs de demain qui vont agir dans un monde qui est en constante évolution, qui fait face à différentes, on va dire, ruptures qui viennent à se multiplier. Et on a une pédagogie qui est propre au sein de Kedge, qui est d'apprendre en faisant, et plus spécifiquement, au sein du programme Grande École, c'est le Grow by Doing, donc grandir en faisant, qui repose sur 2 piliers. Le premier qui est de penser différemment, et le deuxième qui est d'agir concrètement, de porter un impact sur la société. Et donc ce cours répond à cette pédagogie en poussant les étudiants justement à travailler autour de la prospective. Donc c'est une vraie méthode, c'est pas une prophétie, on leur donne une vraie méthode pour anticiper les futurs possibles. Et donc il a été lancé en printemps dernier. Et la thématique qui a été portée par ces étudiants, par nos étudiants, c'est justement la France au travail en 2050 sera-t-elle toujours sexiste? Donc un vrai enjeu social. Je vous la pose, Céline, à travers l'étude qui a été portée à la fois par le cours et par les chercheurs. Oui. Il faut être optimiste ou pessimiste? Elle sera toujours sexiste, cette France. D'ailleurs, elle l'est de moins en moins, puisque les chiffres, doucement, l'égalité femmes-hommes se réduit à salaire égal et à fonction égale. On est toujours à 24% entre les hommes et les femmes, mais globalement, à fonction égale, on est à quoi? 4,5%? C'est ça? C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Si on reprend, parce que la prospective, on va poser un diagnostic, souvent on va élaborer des scénarios, et enfin en vue de proposer, de faire des recommandations au pouvoir public ou une stratégie d'entreprise. Et si on prend le constat, vous avez donné ces chiffres, en 2021 notamment, l'INSEE donnait le salaire moyen des femmes était à peu près 25% inférieur en effet à celui des hommes. Et il y a d'autres constats aussi qui ressortent de l'étude, c'est déjà la parentalité, c'est un facteur, un catalyseur exactement essentiel de cette disparité homme-femme au travail, et puis des stéréotypes de genre qui ont tendance à persister, qui s'instaurent finalement dès la plus jeune enfance. Il y a un élément que j'ai trouvé très intéressant dans votre étude, parce qu'on voit que c'est au-delà de la pédagogie, c'est que peut-être pour lutter contre ce sexisme ou l'inégalité femmes-hommes, dans un des scénarios, il y a une égalité par la technologie et l'automatisation. Ça, c'est intéressant, parce qu'on nous dit souvent, attention à l'IA, on va perdre des emplois, ça va être terrible. Là, vous dites un peu l'inverse. Vous dites peut-être que grâce à la technologie, on va rééquilibrer cet écart, ou en tout cas les réduire. En effet, alors c'est un des scénarios possibles, des hypothèses qui ont finalement émané de cette recherche. En amont, on a travaillé quand même sur 2 variables. Il faut le préciser, il y a 2 variables fortes qui ont permis d'élaborer ces 4 hypothèses. La première variable, ce sont les conditions matérielles d'existence. Et la deuxième variable forte qui justifie de ces inégalités hommes-femmes, ce sont les mécanismes de solidarité. Et le scénario que vous énoncez, en effet, est l'un
des 4 probables. Alors, peut-être qu'on peut les énumérer, les 4 probables. Société de la lente transformation. Exactement. Égalité par la technologie. Un retour en arrière, et on y reviendra, dû à la crise et à la précarisation, parce qu'on est dans une situation économique qui n'est pas simple. Oui. Et l'égalité réelle, cette fois-ci, grâce à des politiques publiques ambitieuses, c'est-à-dire que vous jouez un rôle d'aiguillon. Tout à fait. Concrètement, sur l'égalité par la technologie versus le retour en arrière lié à une précarisation, on en est où? Parce que c'est vrai que certaines femmes se disent bon, l'IA n'est pas encore totalement là, et en même temps, on voit que les premières qui sont en difficulté, ce sont les femmes dans l'emploi. Mais oui, parce qu'on peut prendre un autre chiffre, on en a cité un tout à l'heure, mais on peut prendre un deuxième. Quand on parle en effet de parentalité, eh bien, on a quand même 80% des postes à temps partiel qui sont aussi portés par les femmes. Par les femmes. Exactement. Donc aujourd'hui, quand on parle de ces nouvelles technologies, ce que font ressortir à nos étudiants dans cette étude et les chercheurs, c'est en effet que l'IA peut être un modèle, une alternative à l'éducation de l'enfant. Et on pourrait aussi faire un autre élément qui ressort, c'est de faire appel à des mères porteuses également. Il y a différents possibilités qui ressortent de cet ouvrage et de cette étude. C'est bien le mot, c'est le mot prospective, avec des possibilités et des pistes. Alors elles peuvent nous surprendre, nous choquer, mais en tout cas elles sont sur la table et portées par Kedge, évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite, Céline Hay. Je voudrais montrer ce livre parce que c'est pas un livre, c'est pas un cours pédagogique, c'est un concept, c'est de la prospective et ce sont des propositions. 2050, une France du travail toujours sexiste, avec, vous avez pris la peine de mettre un point d'interrogation, écrit par des chercheurs, des acteurs et bien sûr les étudiants que vous éveillez dans votre école. Merci de nous avoir rendu visite, directrice du programme Grandes Écoles chez Kedge Business School. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page et on va s'intéresser au leadership. Mais alors, pas n'importe quel leadership, le leadership responsable. Ben oui, c'est un peu tombé sur la tête des managers. Comment faire? C'est souvent des injonctions contradictoires pour les managers. Ben, continuer à créer de la valeur tout en défendant le climat, la biodiversité. On va en parler avec nos experts. C'est le débat de Smart Job, c'est le cercle RH et c'est tout de suite. Le cercle RH pour parler du leadership responsable. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que c'est donc qu'être un leader responsable? On va en parler avec mes invités. J'ai envie de dire, c'est presque un oxymore, parce que quand on est un leader, on doit être normalement responsable. C'est pas si simple. Il y a beaucoup d'injonctions contradictoires lorsqu'on est un manager. Et on va en parler avec mes invités. Aurélie Cordier, ravie de vous accueillir sur le plateau. Experte en transformation organisationnelle et en stratégie de développement durable chez Juliette Sterwen. C'est un vrai plaisir. Spécialiste d'ailleurs de ce sujet. C'est presque un sujet philosophique qu'on va poser sur la table. Et puis un juriste, c'est important de savoir ce que le droit nous dit. Alexandre Lamy, ravi de vous accueillir. Avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens, et vous publiez beaucoup sur tous les enjeux, le travail, une multitude de sujets. Lisez les posts d'Alexandre Lamy, puis je vous souhaite une très belle année, parce que c'est jusqu'au 30 janvier, on a encore la possibilité de se le dire. Les plus belles choses pour vous, évidemment. Commençons par vous, Aurélie, parce qu'on a envie de cadrer ce sujet-là, du leadership responsable. C'est un oxymore ou pas? Est-ce que quand on est un leader, on n'est pas automatiquement responsable? C'est aussi simple que ça ou c'est plus compliqué? Alors, effectivement, la responsabilité, on pourrait dire qu'elle est intrinsèque au rôle du leader. Oui. Tel qu'on l'entend aujourd'hui et que nous, on a envie de le porter, cette dimension responsable, elle fait appel à la dimension RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, il y a quand même un supplément de responsabilité, si je puis dire, pour le leader. Un supplément d'âme, quoi. Oui. Il n'est pas là que pour faire de l'argent, le manager. Ah, alors là, justement, c'est là tout l'enjeu. Sur la façon dont on voit la performance, évidemment, la performance aujourd'hui, et heureusement, n'est pas que financière. Donc, quand on va parler de leader responsable, on va se demander comment le leader peut intégrer des dimensions sociales, sociétales, environnementales dans ses critères de choix. Et donc, ça lui rajoute effectivement, comme vous l'avez très bien dit, une forme de complexité et parfois de contradiction. Je vais donner la parole au juriste, à l'avocat, parce que tout ça est circonscrit, et on reviendra à la CSRD, qui est un mot barbare, mais qui va arriver assez rapidement sur la tête des entreprises, qui sont déjà en train de travailler dessus. Mais tout ça doit quand même, rassurez-moi, partir du COMEX, parce que moi j'ai connu plein de managers qui étaient un peu écolos, qui adoraient la biodiversité et le climat, et à qui on disait, écoute, rentre à ta place, fais le job pour lequel on t'a embauché, et nous bassine pas avec les fleurs. Enfin, je caricature. Il faut que ça parte d'en haut quand même, ça. Comme de toute façon, toute transformation d'organisation, à un moment, si on veut que ce soit
pérenne, que ça rentre dans le derme de l'organisation, il va falloir que ça parte évidemment du COMEX. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans ce sujet. Il n'y a pas que de la menace. Non, mais c'est important de voir aussi comment on peut tirer profit, je mets des guillemets, à ce changement de paradigme. Sur le terrain des relations de travail, qui est le terrain qui m'intéresse, cette notion de leadership responsable, elle s'inscrit dans l'air du temps, si je puis dire, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la crise du sens au travail. On sait que pour que le travail ait un sens, il faut qu'il réponde à une extériorité. Et le leadership responsable donne une extériorité puisqu'il s'agit d'adjoindre à la recherche de profit qu'on évoquait tout à l'heure, une dimension RSE et un projet d'envergure à l'entreprise. Donc ça répond à cette crise du travail, mais moi j'y vois une limite, c'est que ça ne répond qu'à une extériorité. Si je définis le sens du travail sur 2 axes, avec la finalité intrinsèque, la finalité extrinsèque et le plaisir immanent. Vous voyez que c'est philosophique. C'est forcément philosophique. Et le plaisir transcendant, ça répond à une seule de ces extériorités, mais il y en a beaucoup d'autres des extériorités. Et je pense que moi, un des enjeux de ce leadership responsable, c'est pas tant d'apporter une réponse. Je pense que tout l'enjeu, il est là pour le leader responsable. C'est pas tant d'apporter une réponse que de poser la question et de faire en sorte que la question puisse se poser pour que toutes les questions de sens puissent émerger. Qu'on pose ce sujet, qu'on le pose. Voilà, que les conditions de la question du sens soient posées. Voilà. C'est la création d'espaces de langage qui est important. Et je pense que c'est là tout l'enjeu du leader responsable. Quand même des sujets concrets, parce que je pense que vous les adressez, vous accompagnez les entreprises, vous les éclairez, vous les éveillez. Il y a aussi un travail d'éveil, de compréhension de ces sujets. Dans des choix d'achat, par exemple, de produits, on est, excusez-moi, et on le voit même au niveau de l'État, on est dans le moins 10 ans. On sait que le produit français, il est très bien et il répond à toutes les normes. Mais on sait aussi qu'il y a des produits hors Europe moins chers. Et on a vu des États ou même des ministères s'engouffrer dans de l'achat chinois pas cher. Comment on fait ? Comment le manager défend cela en disant ça nous coûtera plus cher mais c'est porteur de valeur? Comment on fait là? C'est là où ce qui est intéressant quand vous parlez du dirigeant, c'est-à-dire que c'est qu'à un moment c'est aussi un choix d'entreprise. On pourrait, vous évoquez de la philosophie, une forme d'éthique. Des affaires. Clairement. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que je décide d'acheter moins cher, mais à quelles conditions sociétales, sociales et environnementales, ou est-ce que je fais le choix, cet arbitrage sur des coûts plus élevés, mais une production plus vertueuse. Donc ce sont ces contradictions qui sont en permanence face aux leaders responsables. Et la question du produit Alexandre, que vous évoquiez est pour moi extrêmement importante. La matière. La matière. C'est-à-dire que le produit revient dans le champ de la relation de travail. Ce que l'on fabrique et la façon dont on va le fabriquer, clairement, avec quel produit revient dans la relation de travail, ce qui n'était pas le cas depuis le taylorisme où on divisait pour produire. Là, avec les exigences de contrôle qualité, pour ne parler que de produits matériels, ou même en matière de services, où l'innovation se fait par l'expérience, le produit, ce que l'on fait, la manière dont on le fait, revient dans le champ de la relation de travail, ce qui est essentiel, et notamment pour l'action collective, parce que le leader responsable seul, il ne peut pas tout à lui tout seul, il a besoin de s'appuyer sur l'action collective, dont la négociation collective. Et je pense que, et d'ailleurs c'est ce que... Et donc on en revient au dialogue social. On en revient au dialogue social. Et je vois là un moyen pour le dialogue social de se rénover, parce qu'on sait qu'il est en perte de vitesse, en s'appropriant le contenu du travail. Souvent, et pendant trop longtemps, les organisations syndicales se sont concentrées sur le cadre et puis mais pas sur le produit. L'égalité de l'échange entre le temps et l'argent. Bien sûr. Là, et d'ailleurs c'est ce qu'Alain Supiot dit comme étant une des conditions, une véritable condition de la démocratie économique, c'est que l'action collective et la négociation collective s'emparent du contenu du travail, donc du produit. Je pense que c'est là essentiel. C'est un sujet fondamental que vous soulevez, effectivement, et peut-être un besoin de se former côté partenaires sociaux pour aller chercher de la compétence. Mais il y a quand même un autre sujet. On a parlé de la RSE. Alors, je dirais que c'est presque un vieux sujet, la RSE, parce qu'elle est progressivement rentrée dans le vocabulaire, dans les mœurs. Progressivement, non? C'est pas encore... Non, sur le discours, oui. Sur la réalité... On a encore un peu de chemin. On a un peu de chemin. Arrive ce sigle barbare de la CSRD, donc qui arrive de l'Europe, qui va être mise en application quand? Parce que les entreprises commencent à s'y préparer. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous faire un pitch simple de ce qu'est la CSRD
Qu'est-ce que quelqu'un peut... Parce que ça va avoir un impact sur les managers. Bien sûr. Donc cette directive européenne qui effectivement vise à et le problème, c'est la façon dont il est amené aujourd'hui sur la dimension reporting, qui est quand même le R, et qui, pour les organisations aujourd'hui, crée davantage d'inquiétudes, de recueil d'informations, de milliers de points d'informations à donner. Et c'est là où on travestit un peu le sens premier, qui est quand même de s'interroger sur ces business models, de voir avec la CSRD toutes les opportunités, de re-questionner sa façon de produire. La philosophie, pour ceux qui seraient partis sur Mars et qui auraient raté ce cycle, la philosophie, c'est quand même d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur, en allant jusqu'au prestataire pour vérifier globalement que tout le monde est aligné. Enfin, on est d'accord. Ce que ça dit fondamentalement, Bien sûr. c'est que, et je pense que c'est un très bon exemple de la dilution de l'entreprise comme institution. Aujourd'hui, l'entreprise ne vaut plus comme institution, mais est renvoyée à l'acte d'entreprendre. Tellement l'entreprise, aujourd'hui, s'est diluée en réseau. L'entreprise ne se résume plus à la relation binaire employeur-salarié. On a les actionnaires, bien évidemment, mais on a les fournisseurs, on a les sous-traitants et on a les clients, évidemment. Donc cette approche-là renvoie à cette dilution et à l'impérative nécessité de... Ça englobe l'écosystème. Ça englobe l'écosystème et ça rejoint la question du leadership responsable, qui, et corrigez-moi si je me trompe, a comme un des objectifs de faire parler entre elles l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et c'est là une action essentielle du leadership responsable, et on parlait de l'action collective, et c'est aussi une action essentielle de l'action collective de demain, avec un nouveau champ de négociation, pourquoi pas une négociation collective de réseau, par exemple, pour pouvoir s'approprier l'ensemble de ces enjeux. Mais la CSRD, on a démarré l'émission, j'étais un peu noir en disant globalement, bon, tout ça c'est quand même compliqué pour l'entreprise. On arrive à la CSRD. Quel levier on a pour dire à l'entreprise, attention, c'est une opportunité incroyable de vous mettre en ligne, d'être persuadé et certain que vos fournisseurs respectent des règles environnementales, éthiques ou de bon traitement des collaborateurs quand on est avec des entreprises hors Europe. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une contrainte ? Comment vous le portez, ce sujet, vous ? Bien sûr. Alors, on aimerait évidemment que ce soit vu comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de plus se dire qu'on fait une stratégie RSE, mais qu'on fait une stratégie tout court. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on fait une stratégie RSE sur le côté qui est hors finalement de ma stratégie... C'est comme l'écologie, c'est pas la fin du gouvernement, c'est au milieu du gouvernement. C'est complètement intégré. Et cette CSRD, elle peut permettre vraiment d'intégrer toutes ces dimensions sociales, sociétales et environnementales dans les choix quotidiens, d'harmoniser des initiatives qui ont eu lieu dans certaines entités de l'entreprise, le marketing, les achats, vous en parliez tout à l'heure, et voilà, pour avoir une vision globale. Donc ça, là, il y a beaucoup d'opportunités. Des contraintes de reporting, parce qu'il va falloir remplir beaucoup de documents, et qui vont être, il faut quand même le préciser, assez lourds pour les fournisseurs petits et petites entreprises qui vont être des fournisseurs de très grosses, qui vont devoir, elles aussi, se plier à ces règles, qui ne sont pas simples. Levier de croissance ou pas ? Parce qu'il y a quand même d'autres pays qui ne respectent pas la CSRD et qui sont des concurrents directs aux pays européens et à la France. Enfin, je veux dire, on est d'accord avec ça. C'est, à mon sens, un levier, et c'est d'autant plus un levier qu'on revient sur la question du produit qu'on évoquait tout à l'heure, et des faiblesses de l'action collective. L'action collective entendue comme grève ou négociation collective dans l'entreprise. Ou conflit. Et un des moyens de redonner du souffle à cette action collective, c'est d'agir sur ces leviers. Donc c'est non seulement pour les organisations syndicales notamment, ou les salariés, un moyen de faire pression sur la direction en agissant sur ces leviers, et puis c'est aussi une opportunité parce que il va falloir les décliner dans l'entreprise et engager les salariés, notamment au travers de ces espaces de langage que j'évoquais tout à l'heure. Et tout l'enjeu va être, à mon sens, d'échapper à cette tendance de novlangue ou de bien-pensance pour que les salariés se l'approprient dans l'entreprise. Il faut pas que ce soit l'effet RSE, quoi. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Pas que ce soit l'effet RSE de RSE tout le monde fait des RSE, Voilà, c'est ça. Il faut vraiment, je pense que c'est indispensable que l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise puissent s'en saisir, comprendre les tenants et aboutissants de ces indicateurs nouveaux. Et je pense que là encore, et c'est à mon sens un des éléments clés qui était soulevé par les assises du travail dans le cadre du Conseil national de la refondation, sur ces aspects de création d'espaces d'écoute et de dialogue pour que les salariés aient
conscience de leur action au quotidien sur le contenu du travail, notamment via ces indicateurs. Mais vous êtes, j'allais dire, directement impacté, parce que j'imagine que vous devez réfléchir, Aurélie Cordier, à la manière dont on infuse tous ces sujets. C'est quoi? C'est de la formation? C'est des webinaires? Parce que globalement, la CSRD, même pour les dirigeants, tout le monde n'a pas bien compris encore ce que c'était. Comment vous faites, vous qui accompagnez justement les organisations? Alors, compte tenu de l'ampleur du sujet, on touche plutôt à des aspects de transformation. C'est-à-dire qu'on voit bien comment on peut parfois réduire à des aspects de formation quand on pense à la fresque du climat. Voilà, toutes les entreprises ont fait la fresque du climat, ce qui est très bien, mais ce qui est un tout petit début par rapport à l'ampleur on a coché la case, de la tâche. Et donc, ça veut dire que là, il faut vraiment accompagner au niveau direction pour élaborer une stratégie, et non pas une stratégie RSE, mais une stratégie globale où on va intégrer ces dimensions-là. Donc il y a un travail d'accompagnement, de travail de raison d'être, de déclinaison de cette raison d'être. Et de le faire descendre jusqu'en bas. Bien sûr. Et donc, en passant par les partenaires sociaux. La formation intervient, mais c'est une brique parmi bien d'autres. L'avenir, comment vous le regardez là sur ces questions-là? Parce que on avait dans l'émission la rubrique d'avant l'espèce de ligne de crête. On va traverser une année un peu compliquée sur le plan économique. C'est pas les meilleures années pour faire des transfos quand les entreprises n'investissent plus, quand elles sont le pied sur le frein. C'est compliqué. Et par ailleurs arrive la CSRD, donc c'est très complexe quand même. C'est un élément de complexité supplémentaire, mais c'est peut-être le moment d'en faire une opportunité. Je crois que dans le leadership responsable, un des critères, c'est de penser la complexité. Cher à Edgar Morin. On en revient à la philosophie que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, je pense que dans ces conditions-là, et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je pense que c'est un des moyens d'en tirer un élément d'opportunité et de croissance. Merci à vous. Vous avez fait un lancement mais absolument incroyable de notre dernière rubrique, puisqu'on traitera des questions philosophiques, les enjeux pour les organisations à travers un livre. Donc je suis persuadé que vous allez rester en coulisses pour écouter, parce que c'est exactement dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire. Merci à vous, Aurélie Cordier, d'être venue nous rendre visite, experte en transformation organisationnelle et stratégie de développement durable chez Juliette Sterwen. Et puis merci à Alexandre Lamy, côté juriste, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens. C'était un vrai plaisir. J'ai l'impression que vous allez revenir un peu nous parler de la CSRD. On n'a pas fini d'en parler. Non, c'est que le début. J'en suis sûr. On tourne une page et je l'annonçais, Fenêtre sur l'emploi avec Xavier Pavie, que vous connaissez, qui chronique régulièrement chez nous, qui vient nous parler de son dernier livre. Justement, on est au cœur du sujet. Les philosophes dans l'entreprise. On en parle avec lui. Le livre de Smart Job pour commencer cette année, et pour parler philosophie, on va être assez raccord avec notre débat précédent. Et j'accueille Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, philosophe, professeur à l'ESSEC notamment, auteur de plusieurs ouvrages, dont ce dernier, pour démarrer l'année 2025, Questions philosophiques avec un S, les enjeux pour l'organisation, édition Erol. Et on a eu un débat avec les invités précédents sur la place des managers responsables. Il faut de plus en plus de quoi? De philosophes ou de philosophie dans l'entreprise? Plutôt des philosophes que de la philosophie. Et le manager responsable est avant tout, on peut le supposer, un manager philosophe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'apporter de la philosophie ou une couche de philosophie dans les organisations, mais s'assurer que nous soyons tous philosophes, ce qui n'a rien de nouveau. Ça date déjà de la Grèce antique. Mais on a beaucoup parlé des juristes en entreprise, d'experts en climat. On ne parle jamais de philosophes en entreprise. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques tentatives, mais ça n'a jamais pris. Comment vous l'expliquez? Non, mais d'ailleurs, je ne pense pas qu'il faille avoir des philosophes ou 10 philosophes en entreprise. Ce n'est pas une fonction, la philosophie en tant que telle. Ça ne peut pas être un métier. On n'est pas directeur de la philosophie dans une boîte. Absolument pas. Ce serait probablement une erreur de le faire. Et puis, vous savez, mais également dans la Grèce antique, on pouvait appeler ça même les sophistes, c'est-à-dire les gens qui se faisaient payer pour faire de la philosophie. Ça ne fonctionne pas. Sophisme, ceux qui parlaient, qui maîtrisaient parfaitement le langage. Oui, la rhétorique. La rhétorique. Et qui pouvaient former, qui n'est pas totalement inintéressant, mais ce n'est pas l'enjeu de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie comme fonction n'a pas de sens. La philosophie comme métier n'a pas de sens. L'idée est d'avoir des philosophes et que l'on se forme à la philosophie. C'est-à-dire que les juristes, aujourd'hui, qui sont-ils sans philosophie? Mais c'est également la même chose pour quelqu'un en marketing, c'est également la même chose pour quelqu'un dans les ressources humaines. C'est-à-dire que la philosophie doit être quelque chose qui doit être inculqué, compris, organisé, pour justement devenir responsable. Mais ça passe par quoi? Des cours de philosophie, des petites phrases écrites dans les couloirs qui permettraient d'éveiller, citant Platon, Aristote et quelques autres. Comment on fait? Parce que tous ceux qui sont dans l'entreprise n'ont pas, à part une année de philo en terminale,
n'ont pas eu accès à la philo. Oui, alors la réponse est dans la question, Arnaud, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, vous vous doutez que je suis à l'encontre des petites phrases ou dans des chartes que l'on pourrait Je l'ai fait exprès. affichées sur les murs d'une entreprise. Donc, en effet, la question de... Alors, la formation, oui, mais on va parler plutôt d'éducation. Éducation, vous savez, dans le latin, c'est éducere, qui signifie nourrir. Et on nourrit, pourquoi? La deuxième partie du terme, c'est élever. On nourrit pour élever. C'est-à-dire que si on éduque par la philosophie, on va nourrir et élever les individus. Et à l'évidence, tout le monde est concerné. Et n'importe quel individu dans l'organisation doit effectivement... Alors je vais même aller jusqu'à une forme de militantisme en disant que, à l'évidence, nous devons être formés à c'est quoi la philosophie. Par exemple, vous le preniez, de la responsabilité. C'est quoi la philosophie de l'éthique? Vous l'avez partout. C'est écrit partout, éthique. C'est écrit partout, être responsable. Qui sait le définir? Ça demande en effet un peu de lecture, un peu de discussion, un peu d'enseignement, un peu de débat pour pouvoir le faire, mais c'est indispensable. Mais vous prophétisez, vous faites aussi des conférences que je suis, en tout cas que j'observe. Ça sert à ça, ce que vous faites, c'est-à-dire transmettre à l'oral l'importance de la philosophie. Est-ce que vous avez vu des changements après ces conférences, après ces moments de partage, de dirigeants qui vous disent bah oui, effectivement, il faut que je modifie ma manière de faire, il faut que je transforme mon entreprise. Est-ce que ça va jusqu'à la transformation? Oui, je l'ai vraiment eu, d'autant plus que ça n'était pas du tout dans une démarche commerciale. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnalités, des personnes, des entreprises qui sont venues à mes séminaires, en l'occurrence qui sont d'ailleurs souvent gratuits. Je pense aux ceux du Collège international de philosophie, où je fais une philosophie critique de l'innovation, où j'ai pu voir des dirigeants ou des cadres d'entreprise qui sont venus en me disant mais comment on fait maintenant? J'ai compris comment est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre et comment je fais pour pouvoir faire en sorte que ce soit diffusé dans mon entreprise. À ce titre-là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on a d'une certaine manière, on a un peu gagné déjà une première partie. Bien sûr. Et cette dimension-là est d'autant plus vraie pour dire aujourd'hui, eh bien, prenons 2 jours, on ne va pas parler de marché, de business, de marketing, de plan, mais on va prendre 2 jours pour réussir à parler de ça. Et concrètement, on l'a fait. Ça s'est extrêmement bien passé, ça fonctionne de manière très bien et à l'évidence, ils en redemandent, ce qui fonctionne bien. J'ai commencé un peu par un trait d'humour, évidemment, on n'est pas directeur de la philosophie, mais vous êtes un militant. Comment on fait pour en mettre dans l'organisation, très concrètement, avant de nous quitter? Il faut des séminaires, il faut prendre sur les temps de formation un moment de réflexion en choisissant une thématique. Comment on peut faire? Oui, alors très concrètement, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir de la philosophie, cette superficialité de l'entreprise n'est pas le cas. De manière très concrète, c'est de la formation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place, si l'on veut véritablement avoir des personnes qui sont éduquées au sens où je l'ai dit dans l'entreprise, il faut mettre en place des formations à la philosophie. Et il est très important d'avoir ça en tête. On forme des citoyens, on forme des individus, on ne forme pas des managers. Ça fait pas peur, ça, aux dirigeants, quand un philosophe parle comme ça? Il se dit, je vais avoir des gens trop éclairés, finalement. C'est exactement le prix de la liberté, mais c'est également le prix du savoir et le prix probablement de fidéliser également ces salariés parce qu'on les considère comme des individus et non pas comme des sujets. Merci Xavier de nous avoir éclairé. C'est important la philosophie, dans la vie d'ailleurs, au-delà même de la vie en entreprise. Question philosophique, regardez le titre, c'est son dernier livre, Enjeux pour les organisations, édition Erol. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite et j'ai envie de vous dire à très bientôt sur notre chaîne. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre évidemment. Soyez plus nombreux encore qu'en 2024. Merci à toute l'équipe, Nicolas Juchat évidemment, je remercie Romain à la réalisation et merci Thibaut au son. Une belle année à vous, chère équipe technique. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.